Voilà, un peu de patience, beaucoup d'applications, il ne reste plus qu'à déguster. Après cette parenthèse matinale bien sympathique, partons maintenant découvrir le Haut Atlas. Évidemment, 4x4 obligatoire. De nombreuses haltes nous seront proposées, d'abord pour admirer le paysage, mais aussi et surtout pour soulager nos fessiers mis à rude épreuve dans ces chemins chaotiques réservés aux ânes qui dans cette région sont surnommés les 4x4 berbères. Si vous êtes amateur de fromage de chèvre, c'est absolument ici que vous devez vous arrêter. Évidemment, on ne peut garantir qu'ici les chèvres ne soient nourries qu'aux fruits de l'arganier, certes, mais le fromage n'est certainement pas mauvais du tout quand même. Petit conseil, ici, mieux vaut ne pas oublier sa boîte d'allumettes si on doit allumer un feu. Le premier épicier se trouvant à 1 heure ou 2 de marche, vous imaginez les conséquences. Nous nous dirigeons maintenant dans une zone où les habitations sont appelées maisons caméléons. Construites en pisé, matériaux faits de terre et de pierre trouvés sur place, chaque village a une couleur unique. Chacune des terres servant à la construction des habitations étant ici toutes de couleurs différentes. Tous ces villages que nous traversons sont souvent à plus de 1000 mètres d'altitude et il n'est pas rare que l'hiver, ils soient enneigés pendant plusieurs jours durant. Nous ne sommes ici qu'à quelques kilomètres de la station de ski la plus haute du Maroc, qui culmine à 3258 mètres. Notre périple dans l'Atlas va bientôt se terminer, en retrouvant dans la vallée l'asphalte qui nous mènera tout droit au restaurant où nous attend un tagine, paraît-il, d'enfer. Nous voici arrivés dans le village d'Agabalou. Si le client est rare en cette saison, cette région est très fréquentée l'été par les Marakis qui viennent chercher ici un peu de fraîcheur.
À l'auberge de la Casbah de Lourica, nous sommes attendus de pied ferme. Un repas bien mérité nous y attend. Comme promis, au menu, tagine de légumes. Une petite merveille, j'en témoigne. Vint ensuite le couscous d'Ipouli, avec des olives. Dans Marrakech, non? Sur la route qui nous ramène à Marrakech, il est d'usage de faire vivre le petit commerce local. Et pour cela, on nous arrête chez le Petit Potier. Bon, la poterie, c'est pas sorcier. Je vous explique. De ce côté, on met le bois pour chauffer le four. De l'autre, on enfourne les objets. Et le tour est joué, il n'y a plus qu'à les vendre. Non, nous on rentre en 4x4. Hein. Mais la journée n'est pas finie. De retour à Marrakech, visite des souks. Cachés au cœur de la Médina, les souks de Marrakech figurent sûrement parmi les souks les plus beaux du Maroc. On peut y flâner pendant des heures, on peut aussi s'y perdre. C'est certainement l'endroit où les us et coutumes de ce pays se mélangent depuis la nuit des temps. Si à l'origine les souks étaient séparés par secteurs spécifiques, dont le nom dépendait de l'activité de chacun, aujourd'hui on peut trouver de tout, un peu partout, sauf pour les ferblantiers et les teinturiers, qui eux sont restés concentrés dans leur quartier d'origine. Véritable labyrinthe de ruelles et d'impasses à l'animation débordante, sa foule impressionnante autant que bigarrée nous entraîne littéralement à la découverte de couleurs flamboyantes, de saveurs délicates, de parfums enivrants ou bien encore de petits métiers d'un autre temps. Et pour se reposer de toute cette agitation, il suffit parfois de franchir le seuil d'une maison dès lors que l'on vous y invite pour retrouver le calme et la sérénité. Mais comme nous sommes en plein cœur du souk, ne vous y trompez pas, les affaires sont les affaires, business is business. On a sûrement quelque chose à vous vendre. Même si les ruelles sont très étroites et noires de monde, il n'est pas interdit de circuler en calèche. Alors évidemment, se frayer un passage dans un tel capharnaüm n'est pas forcément chose facile. De nouveau sur la place Jemaa el-Fna, la nuit est presque tombée. Et c'est précisément quand la nuit tombe que cette place mondialement connue pour son effervescence nocturne prend des allures de restaurant géant, sans compter les spectacles permanents des conteurs, musiciens, acrobates de tout poil, charmeurs de serpents, sans oublier les incontournables femmes au henné qui, pour quelques dirhams, décoreront les mains et les chevilles des élégantes. Mais pour l'heure, notre appétit n'est pas encore suffisamment aiguisé et nous préférons faire une petite remise en forme dans notre riad situé à 2 pas de là. Toujours sous le regard avisé et bienveillant de la Koutoubia que nous découvrons depuis la terrasse, et malgré une température intantinée frisquette, nous optons pour un spa relaxant et réparateur.
Nos ablutions terminées, terre musulmane oblige, dans notre mosquée préférée, le bar du palais de la Koutoubia, nous dégusterons le traditionnel thé à l'amande. On demandera juste de remplacer le thé par du rhum cubain et on appellera ça un morito. Vous voulez que je vous dise, des mosquées comme ça, on en redemande. De retour sur la place Jemaa el-Fna, essayons de finir cette journée en apothéose. Nous allons enfin pouvoir déguster toutes les spécialités que nous proposent les dizaines de gargotes qui se sont installées pour la soirée comme chaque soir. Et pour commencer, l'escargot du pays cuit dans un bouillon d'herbes et d'aromates tenue secrète. Viendra ensuite la tête de mouton façon halal à laquelle nul ne peut résister. Et pour clore ce festin royal, nous dégusterons un buffet géant façon campanile, fait de salades diverses, boulefs, kafta, aubergines frites, beignets de sardines ou de calmar, etc., etc. Un vrai régal. Petit détail non sans importance, nous ne goûterons pas au nectar local. Seul l'eau minérale nous sera proposée. Et c'est par des ruelles bien sombres que nous rentrons afin de goûter à un repos bien mérité. Aujourd'hui, avec l'aide d'un guide local, nous entreprenons de visiter les différents monuments de la ville. En commençant par les tombeaux saadiens. On y accède par une petite ruelle construite tout exprès afin que les infidèles n'aient pas à traverser la mosquée. Situés dans les jardins de la mosquée de la Kasbah, les tombeaux saadiens sont les seuls vestiges restants de la dynastie saadienne qui régna sur l'âge d'or de Marrakech de 1524 à 1659. Le mausolée le plus prestigieux de ce monument est la salle des 12 colonnes. Elle abrite la tombe du sultan Hamel el-Mansour. Les sépultures sont en marbre de Carrare. Des stucs finement ciselés ornent les murs de cette nécropole. Les plafonds sont en bois de cèdre. Nous quittons les tombeaux saadiens pour nous rendre au Palais Baya tout en traversant la Médina et l'ancien quartier juif. Le palais Baya fut construit en 1881 par le vizir Ba Hamed. La cour d'honneur, grande de 50 mètres sur 30, est à ciel ouvert. Elle donne sur la plus grande salle du palais, appelée aussi salle du conseil. Au début du XXe siècle, il abritait les bureaux du maréchal Lyautey, qui était le représentant du protectorat français
qui dura de 1912 au 7 avril 1956, date à laquelle le Maroc recouvra son indépendance. Ce palais, qui compte 150 pièces, était destiné à loger les 4 épouses et les 24 concubines du vizir. Le temps de nous rendre à la Ménerza Ben Youssef, notre prochaine visite, nous traversons de nouveau un autre quartier de la Médina. La Ménerza Ben Youssef est un joyau de l'architecture arabo-andalouse. Elle est surtout réputée pour sa richesse artisanale et décorative dans l'élaboration de ses murs en stuc et de ses plafonds en bois de cèdre. Cette ancienne école coranique fut édifiée vers 1570 par les Saadiens. 4 siècles durant, elle accueillit des étudiants en théologie. Les 150 cellules que compte ce bâtiment pouvaient héberger jusqu'à 900 élèves. Une luminosité toute particulière éclaire cet édifice grâce à des puits de lumière savamment répartis.